Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation, c'est un plaisir d'être là dans cette journée que j'ai trouvée hyper instructive, très dynamique et pleine de fraîcheur sur les pitchs de ce matin. Donc vraiment, en tant que professionnel, c'était vraiment super intéressant de voir cette dynamique que vous pouvez avoir. Je vais parler un peu de nutrition déjà pour démarrer, parce que ce créneau horaire à 14 heures, dans une phase postprandiale qui invite le vendredi après-midi à s'assoupir un petit peu. Donc je me suis dit, je vais mettre mes lunettes pour pouvoir voir les yeux qui commencent à se fermer, et je vais essayer d'être le plus explicite possible pour retenir vos questions. Donc moi j'ai décidé de vous parler sous un angle d'équilibre et du rôle de l'alimentation et des choix des acteurs de l'alimentation à répondre aux besoins de nos besoins des consommateurs, et aussi avec l'impact social que ça représente sur un territoire, et notamment le territoire agricole de la Bretagne. Et je vais vous parler de notre aventure sur la valorisation des légumineuses en ingrédients alimentaires, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qui a guidé nos choix. Donc le contexte et l'enjeu, on en a beaucoup parlé ce matin, vous les avez vus, et c'est des mots qui ressortent régulièrement. Je pense que les événements sanitaires, géopolitiques, économiques que l'on a rencontrés et que l'on va rencontrer nous ont posé vraiment la question de l'autonomie et de la souveraineté sur un certain nombre de domaines techniques, économiques, de santé, mais aussi alimentaires. Et j'ai parlé de développer l'autonomie alimentaire, j'ai envie d'insister sur la souveraineté alimentaire, qui est un petit peu différente. Quand je dis de nos territoires, c'est à la fois régional, c'est à la fois local. Ce matin, on a parlé de localité, de local, mais aussi national ou européen. Il y a aussi un enjeu assez fort et très fort d'accompagner le changement climatique, que ce soit dans les pratiques comme dans nos consommations. On ne peut pas demain demander à des agriculteurs de produire des matières qui sont exposées au risque de gel, au risque de précipitations trop importantes, ou à des risques climatiques, notamment sur les territoires côtiers. Donc on a vraiment un rôle d'accompagner les agriculteurs qui sont sur des cycles longs. On crée une entreprise en 1 an, 2 ans, 3 ans, on la vend, on met la rentabilité au bout de 3 ans dans le meilleur des cas. Et là, un cycle et un mouvement, un changement agricole, ça prend 5, 10 ans, c'est des temps très très longs. Et l'autre, c'est vraiment une demande de société très forte de naturalité, de retour à une simplicité, une transparence. On pourrait parler de Clean Label, entre autres. D'un renforcement du lien nutrition-santé. Ce matin, on a entendu des mots comme le microbiote, comme prévention des maladies cardiovasculaires et des maladies chroniques, en l'occurrence par l'alimentation. Et aussi dans le contexte, il y a un enjeu RSE, et le S est important pour nous, l'UFAB, filiale d'une coopérative agricole. C'est vraiment d'accompagner les agriculteurs dans les métiers de demain. Et quels seront les agriculteurs de demain qui produiront les ingrédients, les matières dont nous aurons tous besoin, acteurs, dans les filières alimentaires. Donc on a un vrai rôle de les orienter, de les accompagner et d'explorer ces territoires-là. Je ne vais pas repasser sur ces éléments-là qui expriment un petit peu, je dirais, les termes précédents, mais en tout petit, en haut à gauche, vous allez avoir la part de l'agriculture dans les émissions et l'équivalent CO2 de notre pays, c'est 19%. Dans notre empreinte carbone individuelle, 22%, c'est notre alimentation, derrière le transport. Il y a un certain nombre de recommandations, de publications, de messages qui passent. On peut parler de l'empreinte carbone de nos aliments, c'est un élément fondamental. Si 22% de notre empreinte, c'est l'alimentation, il va falloir réduire. Et la réduction, l'ADEME l'a illustré ici, sur des conseils de mieux manger. Donc mieux manger, c'est réduire par 2,5 la consommation de viande pour atteindre l'objectif de neutralité de carbone en 2050. Donc comment on y arrive? Et comment on y arrive aussi en essayant de réduire et d'expliquer, et il y a de la pédagogie aussi dans l'utilisation des produits, mais certes dans la manière dont ils sont obtenus, pour expliquer pourquoi les produits sont ou ne sont pas ultra transformés. Donc il y a un véritable enjeu important. Donc nous, au sein de l'UFAB et du Gouessant, on a décidé de travailler sur les légumineuses parce que ce sont vraiment des propriétés vraiment d'intérêt. Déjà, c'est des végétaux qui sont riches, ou je devrais dire, d'un point de vue sémantique plutôt,
source de protéines. Donc de ce fait-là, c'est des candidats très importantes pour végétaliser notre alimentation et équilibrer notre apport protéique. Le deuxième point, c'est qu'elles sont faibles en matières grasses, riches en fibres, et elles disposent plutôt de profils de polysaccharides, plutôt ce qu'on va appeler des sucres lents ou amidons. Autre qualité, et c'est surtout sur celle-ci qu'on s'appuie d'un point de vue culturel, c'est que leur production est adaptée aux conditions climatiques et pédoclimatiques, la qualité du sol et les expositions à la pluviométrie et aux températures. Donc c'est plutôt très bien adapté. C'est un légume sec qui se récolte, qui se cultive en plein champ, qui se récolte, qui se sème selon les variétés, soit à l'automne, soit au printemps, et qui se récolte en juillet ou en août, selon les territoires. La collecte est facilitée, la conservation est facilitée, la transformation est facilitée. C'est un légume sec, donc on peut le transformer par voie sèche, donc avec des procédés mécaniques qui sont avec une moindre empreinte environnementale. Et puis ils sont ouverts à l'innovation parce qu'on peut faire plein d'ingrédients différents, et je vous le montrerai très rapidement après. Et l'autre intérêt, le troisième, on pourrait en parler toute l'après-midi peut-être, c'est l'empreinte environnementale. Parce qu'il y a une empreinte, l'émission de gaz à effet de serre quand on cultive un hectare de pois est 70% inférieure à celle d'un blé par exemple. Pourquoi ? Parce que ces plantes ont la facilité ou l'intelligence de s'associer à une bactérie qui est présente dans le sol, Rhizobia, et qui aide et qui fixe l'azote atmosphérique pour la plante. Donc en fait, la réduction de l'émission de gaz à effet de serre est liée au fait qu'on n'a pas d'engrais à apporter sur les parcelles. Donc de ce fait-là, ce sont des légumineuses, ce sont des graines qui présentent vraiment beaucoup d'intérêt. Alors pourquoi le Gouessant on s'est attaché à ce terrain-là? Parce que déjà, la coopérative a fêté ses 60 ans dans l'année et que depuis toujours, on a valorisé les produits des agriculteurs du territoire. Les créateurs de la coopérative étaient des producteurs de pommes de terre. Ils nous ont demandé de transformer, de commercialiser la pomme de terre. Donc ça, c'était dans les années 60. Aujourd'hui, ils nous demandent aussi d'accompagner et de leur proposer des modèles différents de rentabilité. Et ce que l'on propose, c'est la complémentarité que l'on a entre pôles, donc le pôle végétal dont l'UFAP fait partie, et le pôle alimentaire qui distribue les pommes de terre et les légumes produits par les agriculteurs du groupe. Nous avons décidé en fait de construire une usine qui est dédiée à la transformation de ces légumineuses. Donc nous transformons des légumineuses biologiques françaises. Nous avons fait le choix de travailler le pois et la févrole, qui sont des légumineuses adaptées au territoire du Grand Ouest. On a fait le choix, par rapport à d'autres procédés de transformation, d'avoir un procédé uniquement mécanique et thermique. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de chimie, pas d'eau, on n'utilise pas de procédé de séchage pour éliminer l'eau qu'on aurait rajoutée. Il n'y a pas de ce qu'on appelle d'extraction aqueuse, on a un procédé uniquement d'extraction mécanique comme un moulin. Et une volonté de produire des ingrédients le plus clean label possible. Ça, c'est vraiment une demande très très forte. Ce matin, David, qui n'est plus là, qui nous disait que justement, il y a les pays allemands et allemands et autrichiens sont très très en avance sur la végétalisation. Il y a une vague du clean label là-bas qui arrive. Ils sont très très avancés sur les galettes, les boulettes végétales et autres sources de protéines, avec un certain nombre d'additifs qui ne sont pas très valorisants sur l'étiquette. Et là, ils font une grosse machine arrière. Donc nous, on est vraiment dans ce temps-là. On leur transmet et on leur fournit des ingrédients qui ne contiennent pas d'additifs, tout type d'additifs ou auxiliaires technologiques. Et on a aussi une garantie sur l'absence d'allergènes. Donc, qui veut dire gluten, moutarde, soja. Donc c'est pour ça aussi ce choix de travailler pois et févrole. Toujours dans l'idée aussi de limiter notre empreinte carbone et aussi notre contribution industrielle à l'artificialisation des sols, on a décidé de construire notre usine en réhabilitant un site industriel existant, qui était inoccupé et qui est basé à côté de Rennes, à Noyelles-sur-Vilaine. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend des pois et févroles, qui sont des légumineuses qui contiennent entre 20 et 25% de protéines, et on les passe dans un moulin. Donc on va les décortiquer, on va les broyer,
On va faire tourner un système de broyage de manière à avoir 3 fractions différentes. On va d'un côté avoir des fibres qui ont plutôt des intérêts nutritionnels et structurants, hein, des agents de charge dans des plats cuisinés. On va avoir de l'autre côté 2 fractions, une fraction plus lourde qui, elle, va être riche en amidon. Ce n'est pas de l'amidon pur, c'est une fraction riche en amidon, et une fraction qui, elle, est plus riche en protéines. Et par ce procédé-là, on arrive à multiplier par pratiquement 2,5 la teneur en protéines du produit. Donc c'est-à-dire qu'on obtient, on part d'une... Ah, on n'a même pas de pointeur, si, petit pointeur, même pas. On part d'une graine de 20 à 25% de protéines pour obtenir une farine riche en protéines qui, elle, est à entre 50 et 60% de protéines. Donc ces produits-là, ensuite, eh bien, ils ont plusieurs destinations, et un moyen de réduire son empreinte, c'est aussi de valoriser la totalité des fractions d'un procédé industriel. Donc nos farines, les coques, les amidons et les protéines sont destinés à des marchés de plats cuisinés. Par exemple, les coques sont des sources de fibres. Ce matin, on a rappelé la recommandation en consommation de fibres dans l'alimentation, qui est à 25 grammes par jour pour un adulte. Ben voilà, les coques sont des ingrédients qui permettent de les compléter. Les amidons natifs, comme on les appelle, peuvent servir d'épaississant sur les plats cuisinés, fond de sauce. Ou de texturants aussi pour les produits bases de biscuiterie notamment. Les protéines ont des propriétés moussantes très d'intérêt. Hein. Quand on veut faire une mayonnaise végétale, on peut le faire avec des protéines de pois notamment. Et autre intérêt, d'autres propriétés, mis dans un procédé de fabrication de pain de mie, on obtient un moelleux. Vous voyez qu'on arrive à faire plein de choses différentes et de développer des propriétés d'intérêt. Et le cœur de notre activité est aussi sur la texturation. Donc en fait, on va passer nos farines riches en protéines dans un extrudeur. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un extrudeur. Je l'imagine, je le schématise régulièrement entre une cocotte minute, une vis sans fin, une cocotte minute et une vis sans fin derrière, qui va contraindre le produit chauffé, légèrement hydraté, dans une double vis, et à la fin, vous avez un produit qui ressort texturé. Vous avez une farine au début, et à la fin, vous avez un produit. Alors, les curly ou des produits comme ça, sans citer de nom de marque, c'est des produits qui sont extrudés. Donc nous, on leur donne effectivement cette structure. Donc on part d'une farine, on obtient un produit de structure. Donc on fait des ingrédients particuliers qui sont relativement aérés et qui sont utilisés par les industriels de l'agroalimentaire ou alors fabricants de plats cuisinés notamment, ou restauration collective, pour avoir une structure, avoir des particules avec une mâche particulière et qui sont susceptibles d'approcher et d'intégrer des condiments, des sauces, des émulsions, huile dans l'eau ou dans l'huile, comme les recettes peuvent le nécessiter. Et autre point, on fait aussi une gamme de snacks. Alors, il y avait un certain nombre d'entre vous qui ont présenté des produits, je crois qu'il y avait Floribon, qui présentait des flocons ou des alternatives aux céréales du petit déjeuner. Bah, nous, on fait des billettes d'amidon de pois qui peuvent être des inclusions craquantes dans ces mélanges-là, ou alors dans des barres de céréales, par exemple. Donc en fait, nos texturés, alors je ne pouvais pas en amener puis que tout le monde les voit, mais vous voyez un petit peu le panel de présentation qu'on peut avoir. Hein, donc toujours à partir de pois et de févrole, seul ou en mélange, selon l'application. On a des termes techniques de présentation égrenés, émincés au gros, en fonction de l'application. Donc les 2 fractions que vous avez le plus à gauche sur l'écran sont plutôt destinées à faire des galettes végétales ou des falafels, boulettes. On peut aussi les retrouver dans des chili sin carne, des parmentiers, des bolognaises veggie. Et puis les autres produits, le produit du milieu par exemple, c'est un produit utilisé par nos clients allemands pour faire des simili-thons végétaux. Voilà. Et les deux autres fractions suivantes, les 2 autres produits suivants sont utilisés plutôt sur des plats en sauce à mijoter par exemple. Donc tous nos produits sont des sources et des ingrédients nutritionnellement riches en protéines, parce qu'on a entre 55 et 65% de matière sèche. La propriété qu'on leur donne, c'est une neutralité gustative la plus possible. Ça reste des végétaux, donc il y a un goût un petit peu marqué. Mais en tous les cas, une capacité à absorber des liquides qui permet de restituer dans le produit et de spécifier dans le produit les aromates, les odeurs, voire les couleurs. Hein. Il y en a certains qui utilisent pour des galettes simili-carnées, qui vont utiliser des extraits de betterave rouge notamment.
Et notre produit restant naturel, ils ont cette gamme de couleurs-là. Et surtout, c'est variable selon la récolte. Parce qu'on n'utilise pas d'additifs, on ne peut pas les blanchir, on ne peut pas les foncer. Il reste, voilà, ça reste des produits vivants, au même titre que vous achetez de la farine semi-complète, vous allez avoir quelques variations de couleurs. Et pourquoi je vous parlais de résilience clairement, la résilience, c'est l'adaptation à un changement important et la capacité à retrouver un équilibre différent. Donc là, vraiment, notre enjeu et notre rôle d'acteur économique du territoire et de l'agriculture, c'est de vraiment accompagner nos producteurs vers des marchés qui, demain, seront d'avenir et pour lesquels on pourra proposer de valoriser leurs produits en ingrédients qui sont adaptés aux pratiques culinaires et aux modes de consommation. Je sens la pression à ma gauche là. Et puis voilà, en tant qu'acteur économique du territoire, on est vraiment acteur de la transition alimentaire et écologique. Donc ça, c'est vraiment un engagement très très fort. Merci beaucoup. Non, c'est très bien, vous avez bien fait. S'il y a des questions, Est-ce qu'il y aurait des questions par hasard? Alors nous, on en a une. Est-ce qu'il y a des légumineuses qui sont plus adaptées à notre région que d'autres en termes de pousses, tout ça? La lentille est plutôt bien adaptée. Le pois et la févrole sont plutôt bien adaptés. Je dirais presque, selon les territoires, parce qu'on peut avoir des spécificités climatiques qui sont... Pour le Nord Finistère, par exemple, la févrole est très bien adaptée, parce qu'au moment de la floraison, on ne va pas se retrouver en stress hydrique. Ça, c'est très important. Il y a 2 étapes. Le pois et la févrole nécessitent très peu d'eau. Il faut juste qu'il y en ait suffisamment au moment de l'enracinement et au moment de la floraison. Pas trop, voilà. Sinon, effectivement, il y a d'autres légumineuses d'intérêt, comme le pois chiche, mais qui, lui, n'est pas adapté à notre territoire.